Bienvenue dans Enjeu Patrimoine. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Bertrand Homser. Vous êtes président d'Elea Capital. Bonjour Bertrand. Merci pour cette invitation. Merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité, d'un sujet qui est d'actu cette année et encore plus aujourd'hui, c'est l'investissement sur les marchés asiatiques. Quand on parle d'Asie, on pense à plusieurs grandes puissances, mais nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur la Chine et l'Inde. Alors Bertrand, première question, est-ce que c'est une bonne idée aujourd'hui d'aller sur ces marchés asiatiques selon vous ? Merci pour cette question. Peut-être déjà vous dire que nous, on considère que la Chine et l'Inde sont des très bons cas d'investissement. D'accord. Mais le plus important dans un portefeuille, c'est peut-être de le diversifier. Ouais. Et qu'aujourd'hui, tous les flux des investisseurs internationaux, qu'ils soient retail ou qu'ils soient institutionnels, se concentrent dans les trackers. La gestion passive, qui représente maintenant 60% à peu près de la capitalisation aux États-Unis. C'est un peu plus du tiers en Europe. Et les flux continuent de manière croissante à s'accélérer sur la gestion passive. Et ce n'est pas sans effet parce qu'en fait, avant, la gestion passive et la gestion active augmentaient significativement, mais depuis une dizaine d'années, on voit la gestion active qui décollecte et qui va vers la gestion passive. Et la gestion active, historiquement, elle allait un peu dans tous les segments des investissements, les small, les mid, les grosses caps, toutes les régions. Et depuis ce phénomène, avec les trackers qui s'accélèrent depuis une dizaine d'années, on voit qu'il y a un certain nombre de segments d'investissement qui sont complètement délaissés, et notamment les pays émergents, tout particulièrement l'Asie. Ça ne revient pas un peu en force, là, cette année, les pays émergents ? Alors, on a parfois des rebonds un peu sporadiques qui sont liés à la macro, à la confiance dans ces zones. Mais structurellement, quand on regarde les gros indices internationaux, ne serait-ce que le MSCI World, les États-Unis maintenant représentent 3/4 de l'indice. Donc, notre premier message aux investisseurs, c'est peut-être déjà chercher à diversifier. Les pays émergents aujourd'hui, vous prenez l'Inde et la Chine, représentent à peu près le quart du PIB mondial. Je me permets de rappeler aussi que l'indice MSCI Asie-Pacifique a inscrit des nouveaux plus hauts récemment. Oui, totalement. C'est-à-dire qu'il faut voir que depuis 5-6 ans, tous les investisseurs internationaux ont délaissé ces zones. D'accord. Tout particulièrement, déjà, les gros investisseurs les plus internationalisés, que sont les Américains, et notamment les fonds de pension. Aussi parce que ça a été un petit peu un mot d'ordre, une thématique plus ou moins forcée. En tout cas, le mot d'ordre était pour ces fonds de pension de sortir de ces zones à risque. D'accord. Il y a eu des tensions géopolitiques, je ne vous apprends rien. Et qu'aujourd'hui, même un fonds de pension, Delaware, peu importe où il se trouve, c'est politiquement incorrect, et voire même un peu anti-patriote d'avoir des actions chinoises en portefeuille, par exemple. Super, ça fait une transition toute trouvée. Restons peut-être sur la Chine pour commencer un peu le focus. Beaucoup d'investisseurs sont inquiets après la crise immobilière et les tensions avec les États-Unis aussi. Est-ce qu'il faut encore croire à la Chine comme un moteur d'investissement, vraiment un moteur ? Ça reste une locomotive en termes de croissance. D'accord. Alors effectivement, il y a des débats sur la croissance chinoise. Il y en a qui la mettent à 5, il y en a qui la mettent à 3. Quand on regarde des indicateurs un peu plus incontestables, on voit qu'avec l'Inde d'ailleurs, dans les 2 premiers pays en forte croissance en termes de consommation d'électricité, c'est l'Inde et c'est la Chine. D'accord. Donc il y a quand même des éléments tangibles, factuels, qui plaident encore sur le fait qu'il y ait beaucoup de croissance. Okay. Maintenant, c'est vrai que la Chine, on est arrivé à un PIB par tête, on est autour de 12 ou 13 000 $ par tête. En parité de pouvoir d'achat, c'est un pays de l'OCDE. Donc, est-ce que la croissance va être celle d'un pays complètement émergent, avec une classe moyenne qui n'a pas de compte bancaire ou qui n'a pas de voiture ? Non, c'est déjà un pays très développé. Pour autant, vous regardez en détail la Chine. Mais il y a des disparités entre l'Est et l'Ouest, par exemple. Mais il y a des disparités entre les grosses villes et la campagne. Il y a des disparités entre Hong Kong et la Chine, on va dire, continentale, ça c'est clair. D'accord. Il y a plein de disparités. Maintenant, il y a des centaines de millions de personnes qui vivent dans des conditions très occidentales de consommation. Donc ça, c'est quand même un élément important.
Et puis, après, il faut voir qu'en train d'innovation, ce sont aujourd'hui près de la moitié des dépôts de brevets dans le monde sont faits en Chine. D'accord. Donc, en fait, on a encore cette image d'Épinal de la Chine qui nous copierait, mais en fait, ils sont leaders en dépôt de brevets en intelligence artificielle. Ouais. Ils sont leaders sur les segments de tout ce qui est renouvelable, que ce soit l'éolien, 70% des panneaux solaires. Les voitures électriques. Les voitures électriques. Alors, on pourrait élargir, hein, mais en fait, tous les secteurs d'avenir, l'État a massivement investi, les entreprises sont mobilisées. Et aujourd'hui, dans quasiment tous les segments, les semi-conducteurs, les télécoms, la 5G, la production même de téléphones mobiles, enfin, ils sont quand même leaders dans la quasi-totalité des secteurs d'avenir. Oui, mais justement, Pékin peut intervenir brutalement aussi sur les entreprises. Est-ce que ça, c'est un risque qui est un risque un peu politique, qui est quand même pas trop élevé selon vous ? C'est clairement la raison pour laquelle aujourd'hui, et c'est la justification des gros indices internationaux, vous prenez la Chine, c'est à peu près avec Hong Kong 17 trilliards de dollars de capitalisation. D'accord. 20% du PIB, et pourtant ça représente dans les indices 20 fois moins que les États-Unis. La raison principale, c'est celle que vous énoncez, c'est qu'effectivement, ce sont des pays sur lesquels il y a moins de liquidité, moins de profondeur, peut-être plus de risques pour les investisseurs étrangers. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle ils sont sous-pondérés. Pour autant, nous, on pense que peut-être l'investment case en Chine, justement, et j'imagine que vous m'interrogerez sur les droits de douane, ouais. Pardon. Effectivement, c'est les facteurs principaux de risque, mais aujourd'hui, c'est largement intégré, en fait. Et je pense que, au-delà de ça, il y a peut-être des manières de s'exposer à la Chine. Par exemple, pour être très concret, peut-être aller investir dans des entreprises sur les small mid-cap qui sont moins sensibles à des aléas politiques, au pouvoir qui pourrait effectivement décider que certaines personnes ou certaines entreprises sont gênantes ou nécessitent d'être limitées dans leur pouvoir. Un autre exemple aussi, sans vouloir trop aller en amont de vos questions, mais si les droits de douane sont un sujet, peut-être aussi s'exposer à des entreprises qui sont très ancrées dans leur croissance sur le développement interne de la Chine et pas sur les exports. Il y en a beaucoup, ça, des entreprises Énormément. C'est un marché intérieur qui est en train d'exploser. Ah, d'accord. Mais depuis les droits de douane ou même depuis avant ? Bien en amont. En fait, la Chine a un certain nombre de secteurs, a une classe moyenne maintenant de plusieurs centaines de millions de personnes. Donc il y a un tas de secteurs, en fait, d'entreprises qui font la quasi-totalité de leur développement avec la croissance intérieure. Hein. Je vous propose de passer à l'Inde, qu'on voulait aborder également. On en parle beaucoup comme du nouvel Eldorado. Qu'en pensez-vous, Bertrand ? Alors l'Inde, c'est un cas d'investissement qui est très intéressant parce que beaucoup de similitudes avec la Chine, finalement, d'il y a 15-20 ans. Ok. Donc on peut dire que c'est la Chine d'hier ? Peut-être toutes les analogies ne sont pas bonnes à faire, mais en tout cas... on a aujourd'hui un pays, pour le coup, qui est dans une croissance démographique, une croissance économique très forte, qui est probablement la locomotive économique mondiale des 10 prochaines années. D'accord. Ça, c'est une certitude. Et aussi, ce qui est intéressant pour les investisseurs, avec une très forte visibilité des secteurs qui vont fonctionner parce que c'était nos secteurs de nos économies traditionnelles d'il y a 10, 20, 30 ans. Par exemple, vous prenez le nombre de comptes bancaires ouverts en Inde il y a 10 ans et aujourd'hui, ils ont été multipliés par 15. Ça peut nous faire sourire, mais voilà, les individus, les privés là-bas n'étaient pas forcément équipés d'un compte bancaire. D'accord. Maintenant, en moyenne, ils ont, je crois, 2 comptes bancaires par personne, ce qui est encore en dessous de nos statistiques OCDE de la Chine, mais voilà, il y a eu un rattrapage. C'est la même chose dans un tas de secteurs d'équipement à la consommation, que ce soit à la maison, l'automobile. En fait, on a un tas de secteurs avec une forte visibilité. On a un PIB par tête qui est aujourd'hui de $2 500 par personne. D'accord. Et qui va probablement être multiplié par 3 dans les 10 à 15 ans à venir. Ouais. Donc, c'est forcément un Eldorado, effectivement, pour un investisseur qui cherche des secteurs pérennes avec une vraie visibilité des résultats et de la croissance des boîtes. Pour conclure, si on résume un peu les principales opportunités d'investissement en Asie, sur quoi on va ? Alors, probablement majoritairement sur ces 2 pays qu'on a énoncés. Un des Chine, parce qu'en plus, ils ont l'avantage d'avoir une très forte profondeur. Hein. À eux deux, on parle de
plus de 20 trilliards, 22 trilliards de capitalisation, c'est considérable. C'est quasiment 22% de la capitalisation mondiale. Y aller, certes, avec prudence, mais ne pas, je dirais, sanctionner doublement ces zones. Elles sont déjà sanctionnées dans les trackers, dans les gestions indicielles, pour les raisons qu'on a énoncées. Donc ça ne sert à rien de rajouter une couche prudentielle et d'avoir une petite louche de 1-2% de zones qui représentent aujourd'hui 20-25% du PIB, qui à horizon 20 ans vont faire le tiers du PIB mondial. Il faut quand même faire attention à ne pas s'isoler de ces zones qui sont les moteurs économiques mondiaux et là où va se créer la valeur demain. Donc voilà, il faut quand même diversifier. Et aujourd'hui, les investisseurs globalement nous semblent un peu trop sous-pondérés sur ces zones. D'accord. Et à part donc les risques qu'on avait évoqués un peu juste avant, donc les risques politiques, etc., est-ce qu'il y a d'autres risques quand on investit en Asie, peut-être le risque monétaire ? Oui, bien sûr. Ouais. Mais le risque monétaire, en fait, il est souvent allégé aussi d'autres facteurs. Si demain, vous avez des problématiques de dévaluation, par exemple du yuan ou de la devise indienne, il ne faut pas oublier aussi que ces aspects-là sont très limités, sous surveillance du commerce international et notamment des Américains, et que ça aura des effets bénéfiques aussi sur leur exportation. Donc les effets ne sont pas si évidents que ça. On se rend compte que oui, ça peut être des devises volatiles, mais au final, on conseille vraiment aux investisseurs d'aller sur ces zones exposées en devises et de ne pas le couvrir. Ça coûte trop cher, et sur longue période, ce n'est pas un bon calcul. Merci beaucoup Bertrand Homser. Merci beaucoup de votre invitation. Président d'Elea Capital. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve dans l'œil de l'expert.